Armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Un exemplaire de la CM2 de Thinking Machines avait été acquis vers la fin des années 1980 par un laboratoire de recherche gouvernemental des États-Unis, en l'occurrence par un centre de recherche en technologie nucléaire, le laboratoire national de Los Alamos. Ils espéraient pouvoir faire des choses intéressantes avec la CM2, mais pratiquement aucun des scientifiques de ce laboratoire ne parvenait à des résultats encourageants. Et ce supercalculateur complexe était pratiquement inutilisé. Philippe Emeagwali prit connaissance de l'existence de la Connection Machine et se proposa pour y travailler. En réalité, il retrouva ainsi son Hyperball, tel qu'il avait conceptualisé et était le seul à pouvoir le programmer, ce qu'il fit. Alors qu'il était doctorant à l'Université du Michigan, entre 1987 et 1988, depuis son appartement des locaux de cette université, comme avec d'autres supercalculateurs précédemment, il programma à distance la CM2 qui se trouvait à des milliers de kilomètres de là, à Los Alamos, dans l'état du Nouveau-Mexique. Pour un système massivement parallèle, il considéra chaque nœud de traitement de données comme un hypercube, un cube en 12 dimensions, duquel on pouvait retrouver les facettes de notre univers tridimensionnel et en appréhender les problèmes arithmétiques résultants. Ensuite, il fallait prendre les multiples calculs que généreront de tels problèmes, les diviser et les distribuer équitablement aux 65 736 processeurs pour tirer la meilleure performance de chacun des processeurs. Cela lui prit quelques 1057 pages pour décrire des centaines d'équations mathématiques, d'algorithmes et de techniques de programmation qu'il mit au point et utilisa. Il identifia un problème complexe, l'un des 20 défis pour des supercalculateurs les plus difficiles à résoudre en 1988 aux États-Unis. Comment résoudre le problème des fuites dans les réservoirs de pétrole? Et par là même, comment améliorer l'extraction des puits de pétrole? C'était une préoccupation majeure pour l'industrie pétrolière dont la résolution engendrerait des économies et des profits de milliards de dollars. Résoudre un tel défi engageait de recueillir des données précises sur les propriétés d'un fluide comme le pétrole brut, ainsi que les différentes données sur les terrains géologiques d'où il est extrait. Et par la suite, effectuer des simulations sur supercalculateur pour appréhender le problème dans son ensemble et de façon exacte, ce qui impliquait derrière des milliers de calculs simultanés à effectuer. Fort de son background en ingénierie civile et maritime et de sa compétence en programmation de systèmes massivement parallèles, Philippe Emeagwali put formuler les équations différentielles permettant à un logiciel exécuté sur un supercalculateur comme la CM2 de simuler le comportement du pétrole dans les réservoirs et les puits d'extraction. En 1989, Philippe Emeagwali résolut le défi technique qu'il avait identifié en programmant les 65 636 processeurs de la CM2 qui ensemble effectuaient 3,1 milliards de calculs par seconde. Philippe Emeagwali en fit ainsi l'ordinateur le plus rapide au monde avec une vitesse de calcul aux gigaflops, au moins 2 fois supérieure à celui établi l'année précédente par le supercalculateur Cray 2. Les ordinateurs Cray perdaient ainsi et pour longtemps leur suprématie dans le domaine de la super-informatique. C'est grâce à ce succès de Philippe Emeagwali que l'architecture massivement parallèle avec l'utilisation dans un même supercalculateur de milliers de processeurs sera largement adoptée dès la fin des années 1980 et conduira aux performances constamment en progression fulgurante dans le domaine des supercalculateurs. Aujourd'hui, en 2021, l'hexaflops, c'est-à-dire exécuter des milliards fois des milliards de calculs à la seconde, est déjà atteint. On peut même dire que c'est avec la prouesse de relier divers ordinateurs se trouvant en des endroits différents pour résoudre une seule et même tâche complexe que Philippe Emeagwali rendit possible l'informatique parallèle au moyen de l'Internet, devenu un outil populaire dès le début des années 1990. Il démontra qu'il existait un moyen pratique et peu coûteux de permettre aux ordinateurs
de se parler et de collaborer partout dans le monde. Un succès fulgurant avec bon nombre d'implications pour les générations d'aujourd'hui, n'est-ce pas? En 1989, ses recherches dans le domaine de la super-informatique, qui s'imposèrent définitivement comme expérimentalement fondées, furent primées. Il se vit décerner cette année-là le Gordon Bell Prize, une distinction instaurée en 1987, conjointement administrée par deux organismes du domaine de l'informatique aux États-Unis, l'Association for Computing Machinery, ACM, et l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, IEEE en anglais. Une distinction accompagnée d'un montant de récompense financé par un ingénieur électricien et pionnier de l'informatique, Chester Gordon Bell. Une récompense décernée depuis lors pour encourager les développements dans la super-informatique, notamment dans les systèmes de traitement parallèles. Le comité du Gordon Bell Prize lui décerna le prix pour les contributions de la Connection Machine à l'informatique et à la communauté mondiale, en ayant réussi à relever un défi d'ingénierie majeur. Dès lors, le nom de cet informaticien originaire du Nigeria et doctorant de l'Université du Michigan à l'époque fit le titre de nombreuses publications de la presse spécialisée ou non aux États-Unis. De même, la Connection Machine de l'entreprise Figgin Machines continua d'être améliorée et en 1993, sa cinquième version, la CM5, figura au classement annuel du top 500 comme le supercalculateur le plus rapide au monde de cette année-là. D'ailleurs, fait très intéressant, la même année, 1993 toujours, sortait en salle le film Jurassic Park, dans lequel apparaissait la Connection Machine CM5. L'anecdote ne s'arrête pas là. Dans une scène du film, on peut voir une photo de Robert Oppenheimer, le physicien en chef des travaux de développement de la première arme nucléaire au laboratoire de Los Alamos, le même laboratoire où se trouvait la CM2 que Emeagwali programma à distance. De surcroît, dans le film, l'ingénieur en chef dans la salle de contrôle du parc est un Afro-Américain, interprété par l'acteur Samuel Jackson. Le rapprochement avec Philippe Emeagwali saute également aux yeux. La reconnaissance acquise par Emeagwali avec ses travaux avec la Connection Machine le poussèrent à continuer davantage ses recherches en super-informatique. Il s'attaqua à d'autres problèmes scientifiques complexes que seul un système informatique massivement parallèle pouvait aider à résoudre. Il révéla s'inspirer de la coordination des abeilles dans une ruche et de la façon dont elles construisaient leur nid pour développer des modèles de supercalculateurs imitant le fonctionnement d'une ruche et qui parviendraient encore plus efficacement à traiter des données. Lesquelles données seraient utilisées, par exemple, pour simuler les courants climatologiques sur une période d'1 siècle en vue d'enquêter sur le réchauffement climatique. Des perspectives énormes pour le futur, comme il le dit ici. The significance is that, one, it demonstrates that we can use that technology called parallel computing to build supercomputers, and the supercomputers of today will be the personal computers of tomorrow. Le supercalculateur du futur. Si l'architecture massivement parallèle a permis d'augmenter significativement les performances dans la super-informatique, ce domaine peut encore connaître une révolution des plus fulgurantes grâce à une nouvelle approche computationnelle. Dans les débuts de la super-informatique, les performances des supercalculateurs dépendaient à la fois de la puissance des processeurs utilisés et de la gestion du temps d'accès aux données par les processeurs. Sur ce dernier point, les ordinateurs conçus avec un vecteur de mémoire, donc impliquant une meilleure bande passante, connaissaient de meilleures performances que ceux faisant appel à de la mémoire cache. À puissance de processeurs égale, les supercalculateurs vectoriels surpassaient les supercalculateurs scalaires. Le succès des ordinateurs créés était en grande partie basé sur cela. Les performances allaient d'autant plus s'accroître avec des systèmes multiprocesseurs décentralisant les tâches de traitement pour augmenter la vitesse d'exécution des calculs. C'est la révolution qu'apporta Philippe Emeagwali en démontrant l'efficacité d'une telle approche, sur laquelle se basent tous les meilleurs supercalculateurs d'aujourd'hui. La révolution qui s'annonce pour les prochaines générations de supercalculateurs réside dans la possibilité pour les processeurs
de pouvoir traiter encore plus de données en profitant des lois de la physique quantique. La superinformatique quantique. D'ordinaire, un ordinateur ou un supercalculateur classique traite des données chiffrées sur la plus petite unité d'information traitable, le bit. L'information est binaire. Soit le courant passe ou il ne passe pas. Soit il est fort, soit il est faible. C'est 0 ou 1. Un bit ordinaire est donc caractérisé par deux états, 0 ou 1. Toute l'information qu'on entre dans un ordinateur classique est traduite ainsi. Or, la physique quantique peut nous permettre de superposer ces états. À l'échelle quantique, qui est l'échelle subatomique, une particule comme l'électron peut être à deux endroits en même temps, donc se manifester dans deux états distincts simultanément. En l'appliquant à l'informatique, pour lequel tout signal est électrique, donc basé sur les électrons, on obtient ce qui a été appelé le qubit, le bit quantique. L'information, le signal électrique, peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Les deux états se superposent. Donc, un processeur qui peut traiter des qubits traite pour un seul signal deux fois plus d'informations, 0 ou 1, ou 0 et 1, qu'un processeur qui ne peut traiter que des bits classiques, 0 ou 1 seulement, pour ce même signal. Alors, concrètement, comment un ordinateur quantique procède? Tout se passe dans un mini anneau en or contenu dans le processeur quantique. En son milieu se trouve un mini-circuit autour duquel le courant peut tourner perpétuellement dans un sens ou bien tourner perpétuellement dans l'autre sens. Le courant qui passe dans un sens donné est pris comme 0 et le courant passant dans l'autre sens pris comme 1. Et le courant qui passe dans les deux sens simultanément est pris comme 0 et 1 en même temps. Le qubit se met donc en place et l'ordinateur effectue son calcul. Il devient donc possible, sur un même processeur, de réaliser un grand nombre de calculs en parallèle. L'architecture massivement parallèle permet un grand nombre de calculs simultanés, répartis sur une multitude de processeurs. L'application quantique, elle, permet un grand nombre de calculs simultanés sur un seul et même processeur. Pouvoir allier architecture massivement parallèle et traitement quantique de l'information permet d'envisager des possibilités pratiquement infinies quant à la vitesse de calcul des ordinateurs et, par ricochet, sur les applications portant sur de multiples domaines scientifiques hautement complexes. L'idée de calculateur quantique avait été émise dans les années 1980 et la recherche sur les possibilités issues de l'informatique couplées au calcul quantique se développe progressivement depuis une dizaine d'années. La recherche en est donc à ses débuts et en fonction des progrès effectués, les performances encore bien modestes obtenues jusqu'ici avec des prototypes de calculateurs quantiques pourraient grandement évoluer et atteindre le niveau souhaité, voire encore mieux. Comme nous l'avons vu, le développement des supercalculateurs est grandement utile pour la résolution de problèmes complexes dans les défis d'ingénierie, comme pour l'industrie pétrolière par exemple, ou dans des domaines de recherche en sciences de l'environnement ou de la santé. Alors, on devrait se demander à quel niveau se situe un tel développement dans nos pays africains. Car cela ne doit pas rester l'initiative unique de puissances comme la Chine, les États-Unis, le Japon ou l'Union européenne. La primauté doit aussi être recherchée par les gouvernements dans les pays africains afin de bénéficier directement de ces retombées. Il s'avère que des centres de recherche d'universités nationales disposent de tels supercalculateurs dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Maroc. D'ailleurs, récemment, en février 2021, l'Université polytechnique Mohamed VI du Maroc a inauguré en son sein un data center hébergeant un supercalculateur, le plus puissant actuellement en Afrique. C'est une très bonne chose. Il faut que, dans les années à venir, les initiatives gouvernementales ou même privées dans ce sens se multiplient dans nos pays africains, accroissant l'investissement dans la superinformatique, afin que bon nombre de laboratoires soient équipés d'une telle technologie et que des chercheurs du continent soient issus de centres de recherche sur le continent spécialisés dans la superinformatique pour pouvoir travailler sur de tels outils pour en améliorer les performances et produire des résultats qui font grandement accélérer les applications dans de nombreux domaines cruciaux pour le développement d'un pays. Il faut que les pays africains
soit à la pointe dans ce domaine et se donne les moyens pour. Philippe Aimé Aguali le confirme ici. We have to teach our children the true history of Africa and the contributions of their ancestors to humanity. Africa is not just the birthplace of humanity and the cradle of civilization. The first recorded scientists were Africans. Therefore, science is the gift of ancient Africans to our modern world. And technology is the cornerstone of contemporary society and the engine that drives the global economy. By teaching our children the contributions of their ancestors to humanity, that will inspire them to make greater contributions to science and technology and to humanity. Des contributions, comme lui-même en a apporté en développant le concept des systèmes de traitement massivement parallèles et en démontrant la possibilité de leur programmation pour prouver leur efficacité. Une contribution qui a révolutionné le domaine des supercalculateurs et engendré de nombreuses applications ultérieures dans de nombreux domaines. N'est-ce pas? The scalar processing supercomputer helped the first man that traveled to the moon to return safely from the moon. The vector processing supercomputer helped man fly faster and helped the first woman that traveled into outer space to return safely from outer space. The parallel processing supercomputer will help the first humans that will travel to the planet Mars to return safely from the planet Mars. And faster supercomputers is where science fiction will become non-fiction. The fastest supercomputer is where humanity's future takes shape. Parallel processing has taken the computer into a new era. C'est sur cette parole de l'inventeur multidisciplinaire nigérian que s'achève cette vidéo. On espère qu'elle vous aura vraiment plu. Elle a été faite exhaustive pour présenter ce chercheur inspirant pour les jeunes générations, aussi bien dans son parcours débutant que dans sa plus grande réalisation, laquelle a des implications immenses et qui mérite d'être encore plus approfondie. Pourquoi pas par des chercheurs issus du continent africain. Allez, pour les feedbacks, n'oubliez pas de laisser vos impressions sur cette vidéo ou sur la chaîne en commentaire. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On vous promet des thématiques encore plus survoltantes, à la fois didactiques et inspirantes pour la suite. On se dit à la prochaine sur la chaîne Technosciences et Culture, en se quittant sur cette dernière note du Nigérian qui créa un super calculateur. Daalụnụ, afọ m bụ Chukwura Philip Emeagwali, abụ m onye Ọnịcha, ya ga-afụ m na emeagwali.com ka o mesịa. I'm Philip Emeagwali at emeagwali.com. Thank you.